On peut plus vivre sans les Blancs parce qu'on est contaminé, ça fait un bout de temps qu'on vit avec les Blancs, alors qu'on connaît que le système des Blancs, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus faire autre chose parce que les Blancs s'est intéressé à nous et nous on s'est intéressé aux Blancs, donc on n'a plus le choix, quoi. On est obligé de vivre avec eux, donc on est contaminé. La découverte de l'altérité, avec celle des Indiens, favorise la naissance d'une nouvelle discipline scientifique, l'anthropologie. Au XIXe siècle, la réflexion à propos de l'autre est confiée officiellement à des spécialistes qui s'apprêtent à découvrir l'étranger en des missions savantes, après l'avoir théorisé dans le confort des cabinets urbains. La perspective scientifique, appelée évolutionniste, de la fin du XIXe, avait pour postulat la croyance en une linéarité de l'histoire. De cette théorie émergea l'idée d'une évolution de l'humanité selon des stades allant de la sauvagerie à la civilisation, en passant par le stade de la barbarie. Les civilisations arrivées au terme de l'histoire se fixent pour mission de porter les lumières de la raison aux êtres que l'on pensait condamnés à regarder les ombres de la connaissance. C'est le temps de la mission civilisatrice. Ce phénomène de colonisation, en faisant se rencontrer les peuples, les a amenés à mieux se connaître en dehors de bases fantasmatiques. Les théories évolutionnistes scientifiques commencent à se relativiser. Au moment des expositions coloniales, on concevait l'idée de la disparition des civilisations, plutôt que de considérer leur adaptation aux phénomènes nouveaux. Les danseurs d'outre-mer étaient perçus comme des survivances primitives. Le spectacle de l'Afrique, dans sa primitivité supposée, interpellait, et le visage qu'on lui prêtait ne cessait d'être modelé. Les artistes, Matisse, Derain, Picasso, certains administrateurs coloniaux, comme de la Fosse, les musiciens, avec le mouvement de jazz et notamment Joséphine Baker, participaient à ce modelage. De même, les horreurs de la Grande Guerre ont relativisé la notion de sauvagerie. On conçoit qu'elle n'est pas le monopole des habitants de brousse, dont certains, en combattant pour la France, ont attiré la sympathie des foules. L'Afrique et ses habitants attirent. L'ethnologue Marcel Griaule, aidé entre autres par son ami Georges-Henri Rivière, sous-directeur au musée du Trocadéro, mettent en place l'une des plus importantes missions scientifiques pluridisciplinaires jamais réalisées. Les anthropologues vont dès lors chercher leurs informations directement sur le terrain. Des acteurs du mouvement de la négritude favorisent l'entreprise. Un combat est organisé avec le boxeur américain Hall Brown, champion du monde poids-coq. Le profit du match sera versé à la mission Dakar-Djibouti de Griaule, qui connaît alors une médiatisation inégalée. Munie d'un permis de capture scientifique délivré par les autorités coloniales, l'équipe part en Afrique occidentale avec pour mission de rapporter un maximum d'informations. Les objets collectés seront destinés à être étudiés et présentés au public du musée du Trocadéro, aujourd'hui musée de l'Homme. Ainsi, en 1931, la mission Dakar-Djibouti s'arrête au pied de la falaise de Bandiagara, en pays d'Ogon, au Soudan français, rebaptisé Mali. C'est un nouveau visage de l'Afrique qui va apparaître lorsqu'en 1946, Griaule rapporte dans le langage poétique de son livre Diodo les révélations faites par le vieux sage Ogotemeli à propos de la merveilleuse organisation cosmogonique et sociale du peuple d'Ogon. C'est la preuve indiscutable de l'existence d'une réflexion chez ceux que l'on appelait encore nègres et qui étaient supposés ne disposer que d'une pensée primitive. Les ethnologues, qui depuis se sont succédés en pays d'Ogon, ont favorisé la connaissance de ces peuples et attisé la curiosité du public par la publication de livres ou la production de films. Dès lors, les objets de la culture de ces peuples ont amplifié l'admiration de générations de visiteurs qui continuent, en procession, à défiler devant ce butin colonial. Masques endormis dans leur prison de glace qui se rappellent le temps de leur vie, lorsqu'ils aidaient les hommes à maintenir l'équilibre précaire entre le vivant et l'invisible, le temps où ils dansaient sur la place des villages pour incarner le mythe de la création. Désormais, dans les musées, ceux qui passent à leur vue ne dansent plus pour eux. D'instruments de régulation de l'ordre social, les masques sont transformés en œuvres d'art que l'on voudrait contempler pour leur seule esthétique. Malgré tout, depuis ces hôpitaux du temps, les statues ne meurent pas toujours, et les masques n'ont-ils pas de cesse, à leur façon, de travailler pour les hommes qui autrefois les rendaient vivants? Leur seule contemplation n'est-elle pas déjà l'allusion à un ailleurs, dans l'espace, et peut-être même dans un temps mythique où régnerait la grâce et l'équilibre? N'y a-t-il pas des noms de villes, de pays, de peuples,
sur lequel vont se confondre nos rêves, fermez les yeux et songez. Venise, Bali, les hommes bleus, les papous. Aujourd'hui, les ethnologues et anthropologues continuent à naviguer dans les eaux des cultures traditionnelles africaines. Mais dans la falaise de Bandiagara, aux chercheurs sont venues s'ajouter de nouvelles tribus, curieuses, tombant comme la pluie en pleine période de sécheresse. Leurs motivations sont différentes des visiteurs précédents. Ils apportent avec eux la rumeur du changement. Leur quête est une quête de sens, une recherche de poésie et d'enchantement, une volonté de se confronter à ce que les brochures touristiques décrivent parfois comme les origines de l'humanité. Je vous parle des touristes que nous sommes parfois tout en nous en défendant. Se répandant en flots massifs dans quelques-uns des villages du pays Dogon, dont Sanga semble être devenue la capitale élue par les guides de voyage. Jusqu'alors, l'accueil des étrangers de passage répondait à des codes méticuleusement élaborés et transmis au fil des générations. Depuis, les règles traditionnelles de l'hospitalité ne se sont pas noyées sous le flot débordant des invités vacanciers, mais se sont transformées au profit d'un nouveau groupe social qui assure le rôle de tampon entre autochtones et visiteurs. Ce sont ces membres qui absorbent et canalisent en partie les effets du changement produit par la rencontre de deux cultures, et qui souvent catalysent les sentiments qui peuvent en naître. Ce sont les guides touristiques, prêtres qui appellent une pluie particulière. Pourtant, étrangers pressés, un sentiment inquiétant nous envahit parfois lorsque, à peine descendus d'avion pour nos destinations de rêve, nous sommes entourés d'une meute confuse de jeunes, vêtus de jeans ou de survêtements, qui nous proposent leurs services. Pour vivre, ils ont décidé de s'associer presque par effraction à nos rêves exotiques. Je pensais d'abord ne donner la parole qu'aux membres du groupe de jeunes qui m'a accueilli, espérant que l'organisation qui caractérise leur communauté apparaîtrait d'elle-même. Mais ça aurait été comme d'arracher un masque à sa danse. C'est pourquoi il m'a paru important de rappeler les raisons qui ont contribué à leur donner naissance. Rappeler cet attrait qui depuis si longtemps lie la France au Mali. Je demande le boulot, comment le boulot ça a été? Non, moi je veux que c'est lui-même qui me questionne. Il faut me questionner au lieu de me filmer comme ça. Moi je dis rien d'importance parce que... Lui il fait comme il n'existe pas, c'est toi qui... Voilà, il fait comme il n'existe pas. C'est il existe. Ouais. Comment? Il est en train de me filmer. Inutile de se cacher derrière une illusoire invisibilité que procurerait la caméra. Je te remercie, El Faoui, de m'avoir rappelé à l'ordre. Notre présence entraîne nécessairement des situations nouvelles. Ce n'est pas un hasard si les villages aujourd'hui visités du pays Dogon sont ceux que Griot a étudiés, comme ce masque madame qui est apparu suite à la présence répétée des ethnologues sur le terrain. C'est de nos rencontres que naissent ces situations, c'est de nos rencontres dont il sera question. Maman, ça là, ça va t'amener là. Voilà un grand bâton pour toi. Hop. Toi et ton grand frère, vous allez rentrer ici avec deux Japonais là. Vous allez continuer avec ça. C'est bon? Ça fait un bout de temps, depuis que j'étais gosse, je faisais le guide. Mais pour le moment, rien ne m'a porté dans le guide parce que tout le monde est guide ici en Afrique. On n'arrive pas à mettre la différence entre les guides et puis les gens qui ne sont pas des guides. Il y a des gens qui profitent en dessous des guides pour vraiment nous emmerder, quoi. Et puis déjà, on a des problèmes avec l'État malien parce qu'il nous en faut faire des cartes. Alors les cartes, on ne sait pas comment les avoir, mais ils ne nous donnent jamais les moyens pour les avoir. De toute façon, parce qu'ils savent que nous, on gagne notre vie. Et nous, on gagne notre vie autrement, mais différemment des agences de voyage. Parce que les agences de voyage, c'est autre chose. Ça coûte des millions, mais nous, on veut juste de quoi vivre. Entre vous, vous vous nommez Pogra. Les autres vous appellent chasse-touriste ou guide. Principalement issus des ethnies Dogon et Songhai, pour vivre, vous êtes partis de vos villes ou villages et travaillez dans les aléas de l'économie parallèle. Tout ce qu'on vend ici dans le marché, des légumes, des marchés des femmes, donc c'est elle la présidente, donc c'est elle qui s'occupe de tout. Donc quand on vient la voir directement, elle nous connaît depuis à très bas âge, donc elle sait ce qu'on a envie de faire ici et ce qu'on a besoin. Donc on n'a pas besoin de parler, elle s'occupe de tout. Et après quand on revient, elle nous donne notre bout de pain aussi.
On a eu à vendre le pain. 2150. Donc on va partager ça entre toi. Ouais. Ça fait. Je remets 500 à Je remets 500 à Boubacar. J'ai 500, il reste 500, 150, 150 pour vous deux. Je vous donne 300 pour les autres. Et je garde les 200. C'est moi le. Ouais, je sais, mais pour ne pas se tromper, ça dit qu'une mèche, ça fait 240. Non, mais je Ça c'est entre nous, ça c'est à 8 plus sur le travail. Toutes les occasions susceptibles de rentabiliser la journée peuvent se présenter. Même se voir confier la tâche d'approvisionner un groupe de touristes en travaillant à plusieurs et en partageant les bénéfices. Pour espérer avoir la chance de partir en pays d'Ogon avec les touristes, à chacun sa méthode. Se placer dans les endroits que les vacanciers fréquentent, attendre le client à plusieurs en discutant devant les hôtels, centres d'accueil ou bars branchés. Parce qu'on a beaucoup de fraternité. Ce que nous, on peut donner à un flic, une agence ne peut pas donner ça pour un flic. Et ils sont de mon côté. Ils ne vont pas me laisser parce que si je donne quelque chose qui est plus qu'une agence, on ne va pas me retourner. Tchumpa, mon ami. Pardon. Hey. Le jeune français là. C'est pas ça. À la vue d'un estivant, il faut être le premier à crier « Tchumpa » pour proposer ses services avant les autres. C'est la règle que vous avez fixée. Pour cela, il faut attendre. Boire le thé pour attendre le client, connaître l'heure d'arrivée des avions, des trains, des cars, et compter sur la chance. Aujourd'hui, le bâcher ne ramène que quelques toubabs qui participent à une mission humanitaire. Ces toubabs, ces blancs, tu ne les connais pas. Tu leur as peu parlé. Mais quand même, c'est aussi ton métier. Tente ta chance pour leur vendre un peu de souvenirs avec ces objets que te prêtent artisans et tisserands. Et si ça ne marche pas, alors tant pis. Tu partiras du grain où tu bois le thé et tu recommenceras à marcher. Tes complices, antiquaires ou vendeurs de cartes postales, sont susceptibles de te renseigner sur l'arrivée de visiteurs blancs qui auraient échappé à ta vigilance, comme ces deux Français qui, paraît-il, sont à la gare. Il faut faire vite, Abdirahman, il ne faut pas les rater. C'est pour cela que je suis là, un peu speed. Je n'ai même pas la tête, je ne sais même pas ce que je fais. C'est tout juste pour pouvoir aborder les clients et les accompagner jusqu'à la gare. De toute façon, je vais tenter quand même si n'importe comment que ça va se passer, il faut que ça passe ainsi, quoi. Je vais courir, même si soit je perds de l'argent ou je gagne de l'argent. C'est ça. Derrière, je sors, je vais tout bonnement. Je vois deux clients qui sont là et je vais essayer de les parler. Par l'avion. Allô, bonjour. Bien sûr, il arrive de ne pas être assez rapide. D'autres peuvent arriver avant. Mais l'information était bonne, et lorsque l'occasion se présentera, tu sauras récompenser ceux qui t'ont informé. Quand il y a des clients, c'est eux qui viennent jusqu'à la maison pour me dire que bon, Draman, Alex, il y a des clients qui sont arrivés dans tel hôtel, on a discuté avec eux, donc tu viens avec nous pour que tu fasses l'excursion. Donc quand je fais l'excursion, moi aussi je leur donne leur bout de pain. C'est comme ça. Et tous les enfants là qui restent devant le magasin, est-ce qu'ils travaillent avec vous aussi parfois? Oui, bon, parce que souvent ils promènent dans la ville et puis là ils cherchent les clients à amener chez moi. Donc si les marches, si le business ça passe bien, bon, on te donne notre commission quoi. Ouais. On donne son commission. C'est pour ça chaque jour, si tu es venu, tu vas nous rencontrer à la boutique de chez moi là-bas. On travaille ensemble quoi. Ils sont pas mal aussi. Il y a de bons, bon. Dans le monde entier, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des bons, il y a des mauvais quoi. Quand même, à mon avis, ils sont bien quoi. Ils sont pas mal, ils sont bien. Parce qu'ils ne volent pas, bon, ils n'arnaquent pas les blancs, quand même ils cherchent les clients tranquillement et positivement, vraiment, ça c'est gentil quoi. Parce qu'il est africain, donc un Africain, toujours un Africain, il est très cool, tu vois, avec les gens. C'est comme ça en Afrique. Pour être guide, il est important de multiplier les accords avec les acteurs de l'activité touristique. Chacun y trouve son compte. Mais les réseaux ne se construisent pas toujours aussi facilement. Les couloirs du tourisme ne favorisent pas le passage de tous. Certains voudraient un contrôle plus rigoureux.
Une régulation ô combien illusoire, tant ici l'informel trouve sa place en permettant à chacun de tenter sa chance. Mais cela ne se fait pas sans conflit. Il y a les clandestins du tourisme, et puis il y a les autres. Les jeunes qui viennent ici, par exemple, ceux qui se présentent comme guides, ce ne sont pas des guides, il y a des bandits, il y a comme des guides aussi. Il y a des bons comme il y a des mauvais. Donc, eux, ils sont là aussi, ils sont en train de détourner les blancs, que ce soit les blancs, les américains ou de quel genre de race, ils sont en train de détourner ces derniers-là. Donc, eux aussi, ils sont à la commission de gestion. Donc, eux ne peuvent pas laisser les gens, les guides, ceux qui se disent guides, qui ne sont pas guides, détourner nos clients. En plus, normalement, un guide doit avoir une carte ou bien un papier pour faire montrer comme quoi qu'il est guide. Il y a un moment, ils donnaient les cartes par égoïsme. Quand tu n'as pas tes parents au niveau du commissariat de tourisme, si tu n'as pas de parents qui est ministre ou bien député, ou bien bon, si tu n'as pas de parents qui sont des gros fonctionnaires à Bamako, tu ne trouves pas de carte, il y a un moment qui a passé ça. Parfois, des guides sont accusés de banditisme. Il semble difficile de comprendre comment ils peuvent gagner de l'argent en ne paraissant rien faire. Les boîtes de nuit qu'ils fréquentent passent pour peu recommandables aux yeux de la population. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils s'évertuent à chercher les blancs sans même respecter les inclinaisons de la prière du vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé au marché là? Maintenant, tout de suite, là, tu vois, il y a des mecs qui sont volés des blancs, tu vois, ils sont pas sur des guides. Tu vois, les paroles, on ne parle pas sur la majorité, quoi. Il faut parler avec des gens qui sont fait des choses mal. Tu vois, après, tu vois, il ne faut pas accuser la majorité. C'est ça. Il faut accuser ceux qui sont coupables de l'acte qui a été passé à l'artisanat. Et moi, je crois que ce n'est pas seulement les guides. Ce n'est pas seulement les guides seulement qui sont, qui sont avec les touristes. Il y a n'importe qui sont avec les touristes. Parce que le fait qu'on est avec les blancs, on est avec les blancs, bon, on se démerde, on arrive à gagner au moins quoi, à dignité. Donc cela ne fait pas plaisir. Eux, ils se mettent combien de temps, du matin au soir, ils s'assoient. Et nous, on se casse la tête pour tourner hôtel par hôtel, par kilomètre par kilomètre, pour voir les touristes et puis essayer de les convaincre pour les amener pour que nous aussi on puisse gagner notre vie. Et si ces gens ils sont contre nos intérêts, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent qu'on vole, ça on ne va pas le faire. Louer les compétences d'un guide, c'est payer ce qu'ils appellent avec malice la taxe touristique ou l'aide au développement. Une fois employés, ils deviennent des passeurs culturels, non pas parce qu'ils vont révéler de grands secrets, mais parce qu'ils connaissent les destinations touristiques et la façon d'y parvenir. Mais pour aboutir à cette activité, il est nécessaire de suivre une initiation que les plus expérimentés donnent aux prétendants, tous masculins, et pour l'instant, en dehors de tout cadre étatique. Si tu peux me répondre surtout vraiment, comment toi tu es devenu guide? Avant d'être guide, moi bon, je suivais les grands guides qui ont plus âgés que moi, qui ont commencé bien avant que moi. Donc je les suivais, je portais les sacs de leurs clients. Donc quelques années. J'étais porteur. J'étais porteur. Voilà. Tu comprends? Là. Donc j'ai connu tout, j'ai connu le pays d'Ogo. Bon, je les suivais, j'écoutais ce qu'ils disent à des clients. Bon, quand souvent par exemple si on arrive dans le Casa Palabre, souvent les guides qui sont plus âgés que moi, ils discutent avec les vieux. Bon, je sais que les vieux disent, j'ai écouté tout ça. Bon. Après donc je suis devenu guide. Bon, j'étais à Bandiagara. J'ai décidé de venir là, tu commences, l'évolution commence. Voilà, tu as fait du transit Bandiagara. Et Bandiagara Mopti Bankas. Après demain Bankas c'est Bamako. Bon, l'année passée j'ai été à Bamako. L'année passée j'étais à Bamako, j'étais invité par Jamy. Bon, je veux savoir comment tu as commencé à venir au pays d'Ogon. Tu es un guide de Gao. Je veux savoir comment tu as commencé à venir au pays d'Ogo. Depuis à très bas âge, moi je peux te dire j'ai été guide, j'ai à peu près 5, 6, 7 ans. J'étais enfant, un jour je partais de l'école. Tu connais, non à Tombouctou. Tu connais la mosquée de Gingaribert. Je suis parti, j'ai trouvé une fille du nom de Christine, c'est une femme belge. Elle est antiquaire aussi. En ce moment, il n'y avait pas de camping à Tombouctou. Il n'y avait pas de campement, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un camping Touareg
qui est à 3 km de Tombouctou, derrière la Zalaï. C'est comme ça que je suis rentré. Bon, le chauffeur m'a demandé où se trouve. En deuxième année déjà, je parle un peu français. Il me demande où se trouve le campement. Parce qu'il n'y a qu'un seul camping à Tombouctou, le camping Touareg. Donc je peux conduire les clients là-bas. J'ai amené, je suis rentré avec la femme, je l'ai amené là-bas. Après, son chauffeur m'a déposé à l'école. Son chauffeur m'a demandé où se trouve chez nous. Donc je l'ai montré chez nous. À midi, je sors de l'école, paf, je trouvais la femme et le chauffeur m'attend. Je suis rentré avec eux, on est parti à la maison. Donc ma tante les a préparés du dorn, qui connaît le dorn, la crème de mil. Ça c'est la tradition chez nous. Ma tante lui a donné et la femme m'a considéré comme son fils. Elle est restée 2 semaines à Tombouctou. Chaque matin, elle m'amène à l'école, elle me lave, elle me paye des habits, elle me donne de l'argent. D'autres vont à l'école, en ce moment, si tu as 25 francs, il y a beaucoup d'argent. Ils me donnent 25 francs ou 100 francs. Et chaque fois, si je vais, j'écris sur un carnet, mais j'ai un nouveau bic. Donc, j'étais passionné par ça. La femme est partie. Je pensais toujours à elle. Elle m'écrivait, elle m'envoie des colis. Donc, je me suis approché aux touristes. Je commence. J'attends à Djingaribel chaque jour. Si des blancs passent pour partir à Djingaribel, je les prends par la main. Je commençais je grandis, plus je vois des guides. Il y avait 2-3 guides à Tombouctou. Il n'y avait pas assez de guides. Et je suis toujours avec les grands guides, je vois comment ils gagnent de l'argent. Donc en 5e, 6e, tandis que d'autres élèves vont à l'école avec 25 francs, 50 francs. Moi, je peux avoir 4 000, 5 000 juste la soirée pour balader. Et je me suis dit que c'est une bonne chose. Je me suis lancé là-dedans. Jusqu'à la découverte au pays de Gondi. S'il y a un apprentissage pour devenir guide, il y a également un certain nombre de raisons qui poussent à choisir cette activité. L'attrait pour la culture européenne n'est pas la seule en cause. Et si des jeunes partent des villages de brousse, c'est aussi par nécessité. Il y en a beaucoup de guides qui sont là, qui vivent dans les mêmes positions que moi. Pourquoi dans les mêmes positions que moi? Parce qu'ils ont quitté leur village, certains ont étudié, d'autres n'ont même pas étudié. Donc, au village là-bas, on sait qu'il n'y a rien comme activité à part la culture. Et si toute la famille ne peut pas suffiser à la culture, parce que ces derniers temps, nous avons constaté que les cultures ne donnent pas bien parce que avec la déficit pluviométrie, ça a bouleversé tous les programmes, ça a même failli changer certaines traditions. Changer certaines traditions, c'est-à-dire, chez nous en Afrique, il y a des familles où il y a des ethnies qui n'aiment pas laisser leurs enfants aller travailler pour d'autres. Mais maintenant, ils se voient confrontés à ces problèmes, à des situations pareilles, ils n'ont pas le choix. Les enfants sont obligés de se lever, d'aller faire quelque chose pour quand même avoir de quoi subvenir ses besoins et puis de quoi prêter main forte à la famille. Donc c'est comme ça que ceux-ci, ils ont quitté, d'autres ont quitté le village pour la grande ville. Bon, je ne suis pas guide, mais je veux faire un hôtel, je vais travailler avec toi et tes amis. Je veux que tu m'amènes les touristes que tu vas rencontrer. À l'arrivée des bus, tu viens loger ici. En échange, tu vas passer la nuit ici aussi, quoi. Être guide, c'est savoir se construire un réseau, mais c'est aussi savoir convaincre les touristes pour qu'ils acceptent un contrat. Pour cela, sans carte, les recommandations des clients précédents font loi. Lorsque l'accord est passé et le contrat signé, il y a l'aboutissement de l'apprentissage, le voyage en pays d'Ogon, et ce n'est pas le plus facile à entreprendre. Pour rejoindre les falaises de Bandiagara, il faut utiliser les moyens du bord, qui peuvent parfois prendre des allures étonnantes. Au village, il faut se conformer au mode hospitalier institué par les habitants pour l'hébergement des touristes. Si j'arrive dans les villages d'Ogon, je passe directement chez les chefs de village. Et là, je paye les taxes des villages après de faire le thé avec le villageois, on discute, on cause. Après ça, je rentre dans les villages pour visiter. Après la visite, je fais mes explications. S'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris, je demande au chef de village.
S'il me dit, j'ai dit voilà au client, c'est comme ça qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a dit. Toutes choses que je ne connais pas, j'ai dit la vérité au client, vraiment ça je ne connais pas. Mais on va chez le chef de village, je vais me renseigner, après ça je vais lui dire. Et c'est comme ça, je me renseigne, après je passe à l'explication des clients. Parce que Marcel Griol, il a écrit beaucoup de choses sur le Djedo. Il y a des choses qui sont vraies là-dessus, il y a des choses qui ne sont pas vraies là-dessus. Donc, par exemple, des touristes français, ils viennent, ils posent cette question. Tu vois, il y en a des villages Dogon, ils sont différents. Chaque village a son coutume. Mais Marcel Griot, il a écrit son livre seulement sur le village vers Sanga, vous voyez. Donc, nous, on fait tout le long de la falaise. Donc, là, vous avez des différents villages et des différentes coutumes, tout ça. Donc, il faut expliquer tout ça des clients, vous voyez. C'est très important pour nous aussi. De bien expliquer. Ouais. Tous les guides n'ont pas le même sérieux quant à l'exercice de la profession. À chacun sa déontologie. Mais être guide, c'est avant tout savoir se déplacer dans les lieux du tourisme en respectant certaines étapes. Par exemple, il faut payer la taxe de village. La taxe de village, c'est l'argent qui va enrichir la caisse destinée à l'usage de l'ensemble des habitants. Elle est confiée à celui que l'on présente comme le chef de village. C'est dans une habitation dont il a la responsabilité que les vacanciers sont logés. Choisir de rassembler les touristes dans un même lieu, en les encadrant par des guides, est un moyen de protection. Protection des touristes, qui dans cet environnement étranger pourraient commettre des impairs, protection des Dogons, dont le nombre en contact direct avec l'étranger est ainsi limité. Une forte production artisanale destinée à la vente aux touristes emploie les gens de caste, et autres. Ils trouvent ainsi de nouveaux débouchés pour leurs œuvres. Ce sont ces objets qui prolongent le souvenir de la visite vacancière au pays de rêve. Car le voyage en pays Dogon, c'est pour la plupart des Occidentaux qui se rendent au Mali, le rêve qui se concrétise. L'espoir de trouver dans les villages de la falaise de Bandiagara ceux qui sont si souvent présentés comme préservés des agressions de l'Occident. Ces hommes et ces femmes qui vivraient dans un isolat culturel et dont chacun des gestes, même les plus anodins, aurait une signification cachée renvoyant au temps de la création de l'univers telle qu'elle est rapportée dans le livre de Marcel Griol. C'est souvent cette image qui évoque les Dogons et que les publicités touristiques invitent à découvrir. Cet imaginaire que nous amenons avec nous, parfois par inadvertance, et que nous espérons retrouver dans les paysages traversés. C'est pourtant oublier tous ces Dogons, guides ou autres, expatriés dans les villes et habillés à l'occidental, qui revendiquent leur identité en se demandant « Comment peut-on être Dogon ?» La modernisation de ces sociétés que nous appelons traditionnelles peut-elle avoir lieu sans que nous n'interrogions l'authenticité ? Doit-on pour cela créer des réserves ethniques ou ethnolandes qui combleraient notre imaginaire ? Tout finirait par basculer, je veux dire, on ne parlerait plus des pays Dogons, du pays Dogon et des Dogons comme on peut en parler aujourd'hui encore. Ils ne vivraient plus et ils finiraient par franchir le pas et puis par se, comment dire, par se socialiser, se moderniser. Ouais, par se moderniser et du coup ça perdrait complètement tout son charme. Il n'y aurait plus d'intérêt d'aller au pays Dogon si on voit les gens avec du Nike tu comprends, il faut que ça reste authentique. Donc ça, malheureusement, c'est pas nous qui détenons la vérité là-dessus. C'est très possible, comme dit Alain, qu'un jour il y ait quelqu'un qui décide de développer le tourisme de masse, mais franchement ce serait vraiment dommage, quoi. Je pense que c'est la dernière des choses à faire, ce serait une grave erreur de le faire. En réponse apparaît le spectacle, car désormais, les masques sont entrés dans le village global. Ils ne se produisent plus seulement pour enchanter la mort lors du lever de deuil dans les villages Dogon, mais aussi pour enchanter notre monde lors de manifestations appelées Festival de l'imaginaire. Pour cela, ils n'hésitent pas à voler jusqu'à nous, faisant écho aux masques qui derrière les vitrines des musées lancent leur invitation au voyage. Il en va ainsi pour que puisse toujours se poser la question rituelle. Est-ce du soleil? Est-ce du feu? Ou est-ce une chose étrange? Demande d'initiation au savoir Dogon que les plus jeunes posent aux anciens.